Bonjour et bienvenue dans ce troisième cours à destination des premières en spécialité SVT. Nous sommes toujours dans le thème corps humain et santé, et plus particulièrement dans la partie le fonctionnement du système immunitaire humain. Aujourd'hui, nous nous intéresserons au chapitre 3, l'action des lymphocytes B. Il faut donc rappeler ici que les lymphocytes B interviennent dans la réponse humorale, donc lorsque le pathogène est présent à l'extérieur des cellules. Afin de savoir si donc une personne est protégée contre ce type de pathogène, il peut exister certains types de tests, notamment le test Douche-Taloni qui va vérifier la réaction anticorps-antigène présente dans les sérums de différentes personnes. Nous pouvons voir ici une représentation de ce test avec une boîte de pétri qui contient dans le gel divers puits. Le puits central contient une pastille qui a été trempée dans une solution antigénique. Les puits A, D et B contiennent des pastilles qui ont été trempées dans des sérums de différentes personnes. Nous pouvons voir une réaction entre le puits A et le puits C, ainsi que le puits C et le puits D. Cette réaction est marquée par un arc de précipitation visible ici et ici. Il n'y a pas de réaction entre le puits C et B. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que s'il y a réaction, eh bien, il y a une reconnaissance antigène-anticorps, puisque nous rappelons que dans le puits C, il y a une pastille qui était trempée dans une solution antigénique. Dans les puits A et D, ainsi que le puits B, il y a donc des pastilles qui contiennent des anticorps. S'il y a réaction entre le puits A et le puits C et entre le puits C et le puits D, cela signifie que dans le puits A et le puits D, il y a des anticorps spécifiques correspondant à l'antigène présent dans le puits C. S'il n'y a pas de réaction entre le puits C et le puits B, c'est que dans le sérum de la personne B, il n'y a pas d'anticorps spécifique de l'antigène contenu dans le puits C. Ce que l'on peut conclure, c'est que les personnes A et D sont immunisées contre la maladie dont le pathogène est présent dans le puits C, tandis que la personne B n'est pas immunisée contre la maladie. Elle doit donc activement se protéger en faisant une vaccination. Le principe du test Douche-Taloni est le suivant. Nous avons donc ici l'implantation de ce type de test avec un arc de précipitation qui est donc visible ici. Ce qu'il se passe, c'est que lorsque nous avons la pastille qui est trempée dans un sérum ou dans une solution antigénique, eh bien, la solution va se diffuser dans toutes les directions autour du puits correspondant. Que ce soit pour le puits central, comme pour les puits latéraux. Les solutions se diffusant donc dans toutes les directions, lorsque le sérum à tester va rencontrer les autres sérums, s'il y a une réaction anticorps-antigène, va se former donc un complexe immun qui formera donc le fameux arc de précipitation qui est visible ici au niveau de la photo. Nous pouvons donc résumer avec un schéma, la réaction immunitaire à médiation humorale. Nous avons donc l'entrée dans le corps d'un pathogène qui contient à sa surface des antigènes bien spécifiques. Certains anticorps présents dans le corps de l'individu vont pouvoir réagir en reconnaissant ces motifs. Ils vont donc former ce que l'on appelle donc le fameux complexe immun, qui correspond à quoi ? Qui correspond en fait au pathogène, donc le virus ou une bactérie par exemple, qui est donc entouré par plusieurs anticorps qui sont spécifiques des motifs antigéniques présents à sa surface. Une fois le complexe immun formé, il va être repéré donc par un phagocyte. En effet, la partie constante des anticorps va permettre la fixation du complexe immun au niveau des récepteurs du phagocyte. Puis celui-ci va donc internaliser le complexe immun et le digérer pour le faire disparaître. Le pathogène a donc été éliminé et donc la réponse immunitaire humorale a donc bien eu lieu. Le complexe immun correspond donc à un complexe insoluble entre anticorps et antigènes. De ce fait, les antigènes sont neutralisés, inactifs, car ils sont immobilisés. Ils vont donc ensuite pouvoir être éliminés par le phagocyte. On peut donc voir ici la représentation microscopique d'un complexe immun. Dans la photo ici à droite, nous voyons une représentation symbolique d'un anticorps avec cette fameuse forme en Y. On peut justement s'intéresser à la constitution des anticorps. Une représentation en 3D nous permet de représenter donc un anticorps. Nous avons donc la fameuse forme en Y et surtout nous pouvons voir qu'un anticorps est en fait composé de 4 molécules. 2 chaînes légères représentées ici en vert et en bleu et 2 chaînes lourdes représentées ici en orange et en rouge.
Nous pouvons voir que les deux chaînes lourdes vont constituer tout l'anticorps, ici, puisqu'ils constituent donc la partie constante, mais également la partie variable, tandis que les deux chaînes légères vont principalement constituer les parties variables. Nous pouvons donc également remarquer que chaque molécule qui constitue l'anticorps va être toujours associée à une autre molécule qui lui fait face. Nous pouvons donc maintenant schématiser un anticorps de la manière suivante, avec donc sa partie constante que nous venons donc de représenter avec la molécule en 3D. Cette partie constante est constituée donc principalement des deux chaînes lourdes qui sont associées ensemble, mais également d'une partie des chaînes légères qui constituent chacun des deux bras de l'anticorps. Ensuite, nous avons donc la partie variable qui va faire la spécificité de l'anticorps. Cette partie variable est constituée donc du reste de la chaîne lourde, mais également donc du reste de la chaîne légère qui est associée à celle-ci. Et surtout, nous voyons donc à l'extrémité donc un site de fixation spécifique d'un antigène. On peut donc maintenant se demander comment le corps synthétise des anticorps ayant des régions variables spécifiques et très différentes, puisqu'en effet, il existe donc des milliards de possibilités d'antigènes, et pour les contrer, il existe donc également des milliards de possibilités d'anticorps. Or, il faut bien se rappeler que le génome humain a une taille qui est limitée. Donc on peut donc se demander comment, malgré cette taille limitée, il peut exister autant d'anticorps différents pour un nombre quasiment infini d'antigènes. La réponse se trouve donc dans ce schéma, puisque nous pouvons donc voir que les gènes qui codent pour les différentes parties des anticorps sont segmentés en fragments. En effet, ici, nous voyons donc un schéma représentant la synthèse d'une chaîne lourde d'un anticorps spécifique. Nous pouvons voir qu'au départ, dans l'ADN présent dans le noyau cellulaire, nous avons donc une série de gènes. Nous avons donc le gène codant pour la partie constante, puis nous avons ensuite trois gènes, les gènes V, D et J, qui codent pour les parties variables de l'anticorps. Ces trois gènes V, D et J sont justement constitués de différents fragments, en nombre plus ou moins important. Lors du passage donc de l'ADN à l'ARN messager, il y a donc une phase de recombinaison aléatoire, c'est-à-dire que aléatoirement, il y aura une association entre des fragments différents du gène V, D et J associés à la partie constante. Ainsi, dans ce schéma, nous avons le fragment numéro 2 du gène V qui a été sélectionné, puis le fragment 1 du gène D qui a été choisi, et enfin le fragment 9 du gène J qui a été choisi. Ces trois combinaisons, 2, 1 et 9 associées à la partie constante, vont former un ARN messager donc spécifique. Après épissage et donc élimination des parties non codantes, nous avons donc cet ARN messager qui est formé. Il faut donc bien retenir que l'association des trois fragments V, D et J est totalement aléatoire. Il y aurait pu donc avoir totalement une autre combinaison que celle-ci. Une fois l'ARN messager donc formé, il est donc ensuite traduit en protéines pour donner ensuite donc la chaîne lourde de l'anticorps. Grâce à ce processus, nous avons donc une infinité d'anticorps possiblement fabricables, et donc parmi ces anticorps qui pourront être fabriqués, il y en aura forcément qui seront complémentaires des antigènes qui rentreraient dans le corps humain. Le seul souci, c'est que parmi donc cette infinité d'anticorps, il y aurait donc qui seraient complémentaires des molécules du soi, des molécules de l'organisme lui-même. Et donc pour éviter que des anticorps se fixent à des cellules du soi et que le système immunitaire attaque l'organisme, il faut donc qu'il y ait une élimination des anticorps qui pourraient être complémentaires du soi. Il faut donc qu'il y ait une sélection et une élimination des lymphocytes B qui pourraient être complémentaires des molécules du soi. C'est en 1989 que deux scientifiques ont démontré comment le processus était effectué. Les scientifiques ont travaillé sur deux lots de souris. Tout d'abord un lot témoin de souris non modifiées, puis un lot A de souris transgéniques dont l'expression des molécules membranaires des cellules de moelle osseuse est modifiée. Il faut savoir que, effectivement, dans la moelle osseuse, lorsque les lymphocytes B sont fabriqués, les cellules de la moelle osseuse vont présenter des molécules à leur surface, les molécules K. Ces molécules K vont parfois s'associer avec des lymphocytes B ayant des anticorps à leur surface. Et lorsqu'il y a association, ça veut dire qu'il y a donc une reconnaissance entre les molécules du corps représentées par ces molécules K et les anticorps présents à la surface des lymphocytes B. Et donc, ces lymphocytes B vont donc être éliminés. S'il n'y a pas de reconnaissance entre les anticorps et la molécule K, ça veut dire que le lymphocyte B fabriqué ne va pas reconnaître les molécules du corps humain et que donc il pourra être libéré dans le sang et la lymphe et donc aller agir en cas d'infection. Donc c'est confirmé par cette expérience puisque nous pouvons voir que dans le lot de souris témoins, il n'y a pas de lymphocytes B matures, donc c'est-à-dire qui ont été libérés dans le sang, ayant des anticorps anti-K à leur surface.
Nous pouvons voir que le taux d'anticorps anti-K libérés dans le sang est extrêmement bas. Ça veut donc bien dire qu'il y a donc eu une sélection chez les souris du lot témoin, dont le fonctionnement est donc normal, puisque les lymphocytes B qui seraient complémentaires des cellules du corps, donc des molécules K, ont été éliminés. Chez les souris du lot A, qui sont des souris transgéniques qui n'ont pas de molécules K dans les cellules de leur moelle osseuse, donc il n'y a pas eu de sélection, nous pouvons voir qu'effectivement il y a des lymphocytes B matures qui sont libérés et qui possèdent à leur surface des anticorps anti-K. Il y a également un très fort taux d'anticorps anti-K sécrétés dans le corps de l'animal. Cela nous montre bien qu'il y a donc une sélection qui est effectuée dans la moelle osseuse et qu'il faut absolument que les cellules de la moelle osseuse présentent la molécule K pour que les lymphocytes B qui pourraient être complémentaires de cette molécule K ne soient pas libérés. Auquel cas, les lymphocytes B pourraient s'attaquer aux molécules du corps humain et créeraient donc ce qu'on appelle donc des maladies auto-immunes. Nous pouvons donc résumer la réponse immunitaire humorale avec le schéma suivant. Il y a donc tout d'abord l'étape d'infection où un pathogène, par exemple ici une bactérie, rentre dans l'organisme. Cette bactérie va donc rencontrer un pool de lymphocytes qui sont pour le moment naïfs. Il y a donc ensuite la phase de sélection. Seuls les lymphocytes B qui sont complémentaires des antigènes présents à la surface de la bactérie vont être sélectionnés. Les autres lymphocytes qui ne sont pas spécifiques de l'antigène vont rester naïfs et ne seront pas sélectionnés. Après cette phase de sélection, le lymphocyte B qui a été sélectionné va être amplifié, va être cloné et il va donc se multiplier. Une partie du stock formé va servir de mémoire. Les lymphocytes B mémoire serviront dans le cas d'une deuxième infection par le même pathogène. Une autre partie du stock amplifié va se différencier en plasmocytes. Ce sont les plasmocytes qui sont les cellules effectrices. Ce sont ces cellules effectrices issues des lymphocytes B qui vont donc sécréter les anticorps circulants. Ces anticorps circulants vont donc pouvoir former des complexes humains avec la bactérie et ensuite ce complexe humain pourra donc être repéré puis éliminé par les phagocytes comme les macrophages ou les neutrophiles. Il faut donc bien différencier les lymphocytes B qui sont des cellules qui n'ont pas encore rencontré les pathogènes des plasmocytes qui sont donc les cellules effectrices lorsque le lymphocyte B a eu une rencontre avec son pathogène spécifique. On peut donc voir sur ces deux micrographies qu'il y a donc une maturation et bien une différenciation puisque le plasmocyte ici a un cytoplasme qui est très différent du lymphocyte B dont le cytoplasme est principalement rempli par le noyau. Le rôle du plasmocyte étant donc de synthétiser une grande quantité d'anticorps et nous avons donc une modification de son cytoplasme qui va être rempli par une grande quantité d'organites, comme par exemple le réticulum endoplasmique rugueux. La constitution d'un stock de lymphocytes B mémoire permettra donc une réponse secondaire bien plus rapide et efficace que la réponse primaire. En effet, donc, lors du premier contact avec l'antigène, comme nous l'avons vu, il y a donc une multiplication du lymphocyte B qui a été sélectionné. Une partie des clones fabriqués vont servir à produire des plasmocytes qui agiront contre le pathogène. Mais une autre partie va servir donc de mémoire. La réponse primaire va donc être efficace puisque nous voyons qu'on a donc une certaine quantité d'anticorps qui est libérée par les plasmocytes. Mais lors du second contact avec ce même antigène A, nous pouvons voir que le délai de réaction est beaucoup plus court et que les anticorps sécrétés par les plasmocytes sont bien plus importants. Cela signifie donc que le stock de lymphocytes B mémoire qui ont été constitués lors de la première réponse immunitaire a réagi très rapidement face à la nouvelle rencontre avec l'antigène. Les lymphocytes B mémoire étant déjà nombreux dans le stock, ils se sont eux-mêmes multipliés et transformés en partie en plasmocytes pour pouvoir donc réagir de manière beaucoup plus efficace lors de cette deuxième rencontre.